Des somptueuses salles du palais de Buckingham aux recoins les plus privés de l'histoire britannique, ce voyage unique révèle les secrets d'un monarque dont le règne a défini une époque. Quel mystère se cache dans le testament méticuleusement rédigé d'Élisabeth II, la souveraine qui a régné avec sagesse et une aura d'énigme pendant plus de 70 ans? Lorsque le prince William a dévoilé les pages de ce document, le destin de la famille royale britannique a changé pour toujours. Entre les lignes écrites avec une précision méticuleuse se cachaient des révélations surprenantes, des décisions rompant avec une tradition séculaire et des secrets qui mettraient à l'épreuve la stabilité de la monarchie. La majestueuse salle d'état du palais de Buckingham était complètement silencieuse. Sous la lumière tamisée des imposants lustres témoins d'innombrables épisodes historiques, la famille royale attendait avec impatience. Au centre de la pièce, le prince William tenait le dernier testament de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, un document qui contenait non seulement la répartition de ses biens, mais aussi ses souhaits les plus profonds et les plus personnels. La tension était palpable dans tous les coins de la pièce. Tous les regards étaient braqués sur William, dont l'expression sereine cachait la responsabilité qui pesait sur lui à ce moment-là. Lorsqu'il commença enfin à lire, sa voix résonna solennellement, imprégnant la pièce d'un sentiment inhabituel de gravité. Ce qui semblait être une simple formalité juridique s'est vite transformé en une chronique intime et révélatrice, où chaque clause contenait des messages soigneusement rédigés, reflétant le caractère clairvoyant de la reine. Au fur et à mesure que le livre progressait, la famille royale a été confrontée à des découvertes inattendues. Au-delà de la répartition des biens et des actifs, le testament contenait des instructions personnelles adressées aux différents membres de la famille, certaines chargées de symbolisme et d'autres rompant avec des siècles de protocoles. Des secrets jusque-là inconnus ont été révélés, tandis que certaines décisions ont remis en question la manière dont les affaires royales étaient traditionnellement administrées. Mais ce qui a le plus surpris tout le monde, c'était la planification méticuleuse avec laquelle Élisabeth II avait défini son héritage. Alors que beaucoup s'attendaient à une répartition conventionnelle de sa succession, la monarque a clairement fait savoir que sa vision allait au-delà de ce qui était attendu. Certains de ses choix ont fait sourciller, tandis que d'autres ont suscité un profond respect pour sa capacité à anticiper les défis auxquels la monarchie serait confrontée à l'avenir. Guillermo, ferme et retenu, a assumé son rôle avec la dignité que sa grand-mère lui a toujours inculquée. Cette lecture n'était pas simplement un acte formel, ce fut le début d'une nouvelle étape pour la famille royale, un tournant qui définirait l'avenir de l'institution. Un fait curieux à propos d'Élisabeth II est qu'à seulement 14 ans, elle a envoyé son premier télégramme en 1940, adressé à ses parents alors qu'ils étaient en voyage officiel. Ce petit épisode reflète son adaptation précoce aux médias de son temps, une caractéristique qu'il a conservée tout au long de sa vie. Quand Guillermo eut fini de lire, le silence retomba dans la pièce. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une attente, mais la certitude que la monarchie britannique entrait dans une nouvelle ère. Parmi les révélations les plus choquantes du testament d'Élisabeth II figure une décision qui en a surpris plus d'un, le transfert de certains biens, traditionnellement considérés comme personnels, directement à la couronne. Cette mesure constituait une rupture avec des siècles de coutumes dans l'administration des biens royaux. Des lieux emblématiques comme le palais de Buckingham, qui pendant des générations avaient été perçus comme faisant partie de l'héritage familial, sont désormais officiellement intégrés à l'État. L'impact de cette décision s'est fait sentir immédiatement. Dans l'enceinte du palais, la famille royale débattait des implications de ce changement, tandis qu'à l'extérieur, le public réagissait avec un mélange de choc et d'admiration. Pour certains, cette mesure reflétait la vision d'Élisabeth II de consolider la monarchie en tant qu'institution qui devrait servir le peuple plutôt que ses propres intérêts familiaux. Pour d'autres, cela signifiait la perte d'un lien traditionnel qui définissait la famille royale depuis des siècles. Ce qui est indéniable, c'est que cela n'aura pas seulement permis de distribuer des biens et des propriétés, mais aura également laissé une marque indélébile sur l'histoire britannique. Avec chaque mot, Élisabeth II a scellé son héritage, garantissant que son influence perdurerait bien au-delà de son règne. Pour certains, la décision d'Élisabeth II de transférer certaines propriétés à l'État était un geste audacieux et visionnaire, signe de sa volonté de renforcer le lien entre la monarchie et le peuple britannique. En se débarrassant de biens qui,
pendant des siècles, avait été considérée comme faisant partie du domaine familial, la reine semblait s'orienter vers une monarchie plus accessible, en phase avec les temps modernes. Cependant, tout le monde n'a pas perçu cette mesure de la même manière. Certains ont interprété sa décision comme une réponse aux pressions croissantes en faveur d'une plus grande transparence et d'une redistribution du pouvoir au sein de l'institution royale. Dans un monde où la monarchie est constamment remise en question quant à sa pertinence, cette décision a été perçue par certains comme une concession aux exigences d'une société en mutation. Le transfert d'actifs a également soulevé des questions sur le sort d'autres propriétés emblématiques, notamment Sandringham et Balmoral. Contrairement au palais de Buckingham, ces résidences restèrent entre des mains privées, mais le testament précisait clairement que la priorité de la reine était d'assurer la stabilité et la continuité de la monarchie au-delà de son règne. Il est intéressant de noter que le palais de Buckingham n'a pas toujours été la résidence officielle des monarques britanniques. Il a été acquis en 1761 par le roi George III en cadeau pour son épouse, la reine Charlotte. Au fil des siècles, la propriété a évolué pour devenir l'épicentre administratif et symbolique de la monarchie, se consolidant comme un emblème du pouvoir royal. La redistribution des biens promus par Élisabeth II reflétait son engagement en faveur d'une monarchie plus fonctionnelle et adaptée aux temps modernes. En transférant certaines propriétés à la couronne, il a non seulement protégé son héritage, mais il a également fait en sorte que ces espaces représentent quelque chose de plus grand que l'histoire d'une famille, ils sont devenus des symboles de l'unité nationale. Mais chaque décision audacieuse s'accompagne de défis. Le roi Charles III et les générations futures de la famille royale devront affronter les conséquences de ce changement avec intelligence et sensibilité, en équilibrant la tradition avec les nouvelles attentes de la société. Au-delà de ses biens et de ses biens matériels, le testament d'Élisabeth II contenait des dispositions soigneusement élaborées pour sa précieuse collection privée d'œuvres d'art et de reliques historiques. Contrairement aux pièces de la collection royale, ces œuvres étaient sa propriété personnelle et comprenaient des trésors d'artistes légendaires tels que Rembrandt et Vermeer. Chacune de ces pièces, chargée d'histoire et de symbolisme, a été précisément attribuée à différents membres de la famille royale, non seulement pour leur valeur artistique, mais aussi pour le lien personnel que chaque objet entretenait avec son destinataire. La reine, avec son attention méticuleuse aux détails, ne considérait pas seulement le prix du marché ou la pertinence esthétique des œuvres, son agencement reflétait une intention beaucoup plus profonde et émotionnelle. Par exemple, certains des tableaux les plus représentatifs de l'histoire de la monarchie ont été légués à Guillaume, héritier du trône, en signe de continuité et de préservation de la tradition. D'autres pièces, en revanche, étaient destinées aux membres moins visibles de la famille, dans le but d'assurer leur garde dans un environnement plus privé et personnel. Cette décision n'a pas été sans surprise. Certaines œuvres qui devaient être intégrées à la collection royale sont restées dans une propriété privée, ce qui a suscité des débats au sein et à l'extérieur de la famille. Pour certains, cette mesure reflétait la volonté de la reine de maintenir un équilibre entre son devoir institutionnel et ses liens familiaux. Malgré cela, la diffusion des œuvres a permis à nombre d'entre elles de rester accessibles au public lors d'expositions temporaires. De cette manière, Élisabeth II a veillé à ce que son héritage culturel continue d'être apprécié par les générations futures. Parmi ses biens les plus précieux figurait une collection exceptionnelle de portraits officiels de monarques britanniques, dont un tableau de sa prédécesseur, la reine Victoria, signé par le célèbre Franz Xaver Winterhalter. Ce portrait, considéré comme l'un des plus emblématiques de la royauté, symbolise la continuité de la lignée et l'évolution de la monarchie au fil des siècles. La distribution minutieuse des œuvres d'art et des reliques a mis en évidence le profond sens des responsabilités avec lequel Élisabeth II a géré son héritage. Pour elle, ces pièces ne représentaient pas seulement des fragments du passé, mais aussi la promesse de préserver l'histoire et la culture dans un monde en constante évolution. Dans le vaste héritage d'Élisabeth II, peu de propriétés avaient une signification aussi particulière que le château de Balmoral. Situé dans les majestueux Highlands écossais, ce château n'était pas seulement une résidence royale, mais un sanctuaire personnel pour la reine, où elle trouvait la paix loin des formalités du trône. Contrairement à d'autres propriétés, Balmoral faisait l'objet d'une disposition unique dans son testament. Plutôt que de le léguer à un seul héritier,
Élisabeth II stipula que le château serait partagé entre plusieurs membres de la famille royale, garantissant que chacun puisse continuer à profiter de sa retraite là. Plus appréciée. Cette décision, bien que non conventionnelle, reflétait le lien émotionnel profond de la famille avec Balmoral. Au fil des années, le château a été le théâtre de moments clés de la vie de la reine et de ses proches, des réunions privées aux périodes de réflexion en temps de crise. Cependant, l'idée de propriété partagée n'était pas sans poser de défis. Balmoral ? En plus d'être un lieu de retraite familiale, Balmoral était également un centre administratif nécessitant un entretien constant et une gestion efficace. La décision de diviser son utilisation et son administration entre plusieurs membres de la famille impliquait une coordination qui, bien que pratique en théorie, pouvait s'avérer complexe dans la réalité. Le symbolisme de Balmoral ne peut être sous-estimé. C'est dans ce château qu'Élisabeth II a passé certains des moments les plus personnels de sa vie, loin du protocole royal. Les vastes terres de l'Écosse, son air frais et son environnement tranquille en ont fait un lieu de connexion avec la nature et de réflexion pour le monarque. Le château de Balmoral a été acheté à l'origine par le prince Albert, le mari de la reine Victoria, en 1848. Depuis lors, il est devenu le lieu de retraite préféré de générations de monarques britanniques, consolidant sa place en tant que symbole de la vie privée de la famille royale. La décision de partager Balmoral était la preuve de l'intention d'Élisabeth II de maintenir la propriété comme un espace commun, non seulement pour préserver son histoire, mais aussi pour renforcer les liens familiaux. Toutefois, comme pour toutes les décisions complexes, l'impact réel de cette mesure dépendra de la capacité des héritiers à honorer la volonté de la reine et à trouver un équilibre entre les besoins personnels et les responsabilités collectives. Les bijoux d'Élisabeth II représentaient l'histoire, l'héritage et le symbolisme d'une monarchie qui a traversé les siècles. Dans son testament, la reine a accordé une attention particulière à la distribution de sa collection privée, une collection extraordinaire qui comprenait des pièces d'une valeur historique et émotionnelle incalculable. Parmi les joyaux les plus remarquables se trouvait le diadème Vladimir, un emblème emblématique qui s'est transmis de génération en génération et qui symbolisait l'union entre tradition et modernité. Contrairement aux bijoux considérés comme faisant partie de la collection de la couronne, ces pièces privées étaient stratégiquement réparties entre les membres de la famille royale. Certains ont été offerts à la reine consort Camilla en reconnaissance de son rôle au sein de la monarchie, tandis que d'autres ont été réservés aux générations futures, comme les enfants du prince William. Cette approche reflète non seulement la valeur matérielle des pièces, mais aussi leur capacité à transmettre des messages de continuité et d'unité. Cette distribution a également suscité des spéculations sur le sort de certaines pièces emblématiques, comme le collier de perles à 3 rangs que portait fréquemment Élisabeth II. Bien que sa valeur économique fût considérable, sa véritable signification résidait dans les moments historiques où elle avait été utilisée, des événements d'État aux portraits officiels. Un fait intéressant à propos des bijoux de la reine est que son célèbre diadème à franges, porté à son mariage en 1947, était à l'origine un collier transformé en diadème commandé par la reine Marie. Ce détail démontre comment les bijoux royaux ont été adaptés et réinventés pour différentes générations. À la lecture du testament, il est devenu évident que les bijoux privés d'Élisabeth II n'étaient pas de simples objets de famille, mais des témoins d'une époque et des symboles de son dévouement à la monarchie. Chaque pièce soigneusement choisie reflétait non seulement l'histoire de la reine, mais aussi sa vision d'un héritage qui perdurerait dans le temps. L'un des aspects les plus intrigants du testament d'Élisabeth II était la révélation de sa considérable fortune privée. Pendant des décennies, les finances personnelles de la reine ont été entourées de mystères, et seules des estimations de leur ampleur réelle ont été disponibles. Le testament révèle que sa richesse ne vient pas seulement d'eux. L'un des aspects les plus intrigants du testament d'Élisabeth II était la révélation de sa considérable fortune privée. Pendant des décennies, les finances personnelles de la reine ont été entourées de mystères, et seules des estimations de leur ampleur réelle ont été disponibles. Le testament révèle que sa richesse ne provient pas seulement d'allocations royales, mais aussi d'investissements privés, de revenus fonciers et d'une collection d'art qui complète son héritage culturel. Cette fortune personnelle, bien qu'importante, était gérée avec une extrême discrétion.
Élisabeth II a démontré une capacité remarquable à garder sa richesse à l'abri des regards publics, un exploit à une époque où la transparence financière était exigée même des personnalités publiques les plus importantes. Le testament précisait qu'une grande partie de cette richesse serait destinée à ses enfants et petits-enfants, mais comprenait également des dispositions visant à assurer la préservation de certains fonds au profit de la monarchie. Ce qui fut le plus surprenant fut de découvrir comment cette fortune privée fut utilisée de son vivant pour soutenir des initiatives caritatives et des projets culturels. Par exemple, certains fonds ont été alloués à la restauration de propriétés historiques et à l'entretien de collections d'art qui font désormais partie du patrimoine culturel britannique. Sandringham et Balmoral, bien que propriétés emblématiques, ne sont pas répertoriées comme domaine de la couronne, elles ont été acquises avec des ressources personnelles et ont été transmises en propriété privée depuis le XIXe siècle. La révélation de son héritage financier a non seulement mis en évidence sa capacité à gérer les ressources avec vision et prudence, mais aussi son engagement envers l'avenir de la monarchie. Élisabeth II, même dans son testament, a montré comment un équilibre entre tradition et modernité pouvait être atteint, garantissant que son impact transcenderait bien au-delà de sa vie. Le choix du prince William de lire le testament de la reine Élisabeth II n'était pas une coïncidence. Sa grand-mère, consciente de son rôle de futur monarque, voyait en lui non seulement un héritier du trône, mais aussi un symbole de renouveau et de continuité. Cet acte symbolique a marqué un moment important dans la transition générationnelle de la monarchie britannique. Dès le début de la lecture, Guillermo a démontré la maturité et le leadership qu'il avait cultivé tout au long de sa vie. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec un poids émotionnel et une responsabilité évidente. Pour lui, le testament n'était pas seulement un document juridique, il s'agissait d'une feuille de route décrivant le chemin vers une monarchie adaptée aux temps modernes. Le testament comprenait des dispositions spécifiques soulignant la confiance qu'Élisabeth II avait envers son petit-fils. William a non seulement hérité de biens et de ressources, mais aussi de la responsabilité de préserver l'histoire et les valeurs qui définissaient la famille royale. Il se vit également confier des tâches clés liées à la gestion du duché de Cornouailles, lui garantissant ainsi les moyens de remplir ses fonctions de prince de Galles. Dès ses premières années de service militaire, William a insisté pour être traité comme n'importe quel autre officier, refusant tout privilège spécial. Cette attitude reflète l'approche pragmatique et humble qui définit également sa vision de la monarchie. La lecture du testament a été un moment de réflexion pour lui et le reste de la famille. Élisabeth II avait placé dans son petit-fils non seulement sa confiance, mais aussi l'espoir qu'il dirigerait une monarchie capable de rester pertinente dans un monde en constante évolution. Une fois sa tâche accomplie, Guillermo a clairement indiqué qu'il était prêt à assumer le fardeau de l'héritage que sa grand-mère lui avait confié. La relation entre la reine Élisabeth II et le prince William était marquée par un mélange de formalité, de mentorat et d'affection sincère. Dès son plus jeune âge, William était sous le feu des projecteurs et sa grand-mère a joué un rôle crucial en le guidant à travers les aspects les plus complexes de la vie royale. Contrairement à son frère Harry, dont la relation avec la reine était plus détendue, William partageait le fardeau des responsabilités futures avec Élisabeth II. La reine, avec son style réservé mais ferme, lui a transmis des leçons essentielles, lui enseignant l'équilibre entre tradition et modernité, quelque chose qu'elle-même avait perfectionné durant son règne. Les moments qu'ils partageaient n'étaient pas seulement institutionnels, elles comprenaient également des réunions privées au cours desquelles Isabelle offrait des conseils et écoutait attentivement les préoccupations de son petit-fils. Pour Guillermo, ces moments n'ont pas seulement été formateurs, mais aussi une occasion de se connecter avec sa grand-mère à un niveau plus personnel et humain. Sur le plan personnel, un moment qui a mis en évidence la relation étroite entre la reine Élisabeth II et le prince William a été lorsqu'elle a commencé à lui déléguer des tâches importantes. La monarque a fait confiance à son petit-fils pour représenter la famille royale lors d'événements internationaux et prononcer des discours en son nom. Cette délégation reflétait non seulement la confiance d'Isabelle en son héritier, mais aussi sa capacité à préparer les générations futures sans perdre de vue le présent. Un fait amusant à propos de la reine Élisabeth II est qu'elle a été le premier monarque britannique à utiliser le courrier électronique, une technologie qu'elle a adoptée en 1976, bien avant que cette technologie ne se généralise.
Ce fait illustre sa volonté de s'adapter au changement, une qualité qu'elle a également inculquée à Guillermo. La relation entre la reine et son petit-fils a non seulement marqué le développement du jeune prince, mais a également consolidé l'héritage d'Élisabeth II en tant que mentor. Non seulement elle lui a transmis les secrets du leadership, mais elle lui a également inculqué l'empathie, la compassion et le dévouement à la monarchie. À chaque pas que William faisait, il était clair qu'il était prêt à assumer le rôle de leader que sa grand-mère avait porté pendant plus de 7 décennies. Le lien entre les princes William et Harry, autrefois celui de frères inséparables, a commencé à se détériorer après le mariage d'Harry avec Meghan Markle. Ce qui était au départ des désaccords personnels a rapidement pris une dimension publique, alimentée par les tabloïds britanniques et les déclarations officielles. Tout au long de cette période, la reine Élisabeth II, connue pour sa politique de non-intervention dans les conflits familiaux, a choisi de rester à l'écart, faisant confiance aux frères pour régler leurs différends. Des tensions sont nées de leurs points de vue divergents sur le rôle et la responsabilité au sein de la famille royale, alors que William s'alignait sur la tradition et les attentes qui accompagnent sa position de futur roi, Harry souhaitait tracer sa propre voie, en s'éloignant des contraintes institutionnelles. Ces différences ont été mises en évidence à de multiples reprises, lors d'entretiens publics et de déclarations officielles sur leur séparation des fonctions royales. Bien que la reine ne soit pas intervenue directement, elle a clairement souligné à plusieurs reprises l'importance de l'unité familiale. Élisabeth II, qui avait vécu de première main les conflits internes au sein de la famille royale, comprenait que les tensions entre William et Harry reflétaient les défis générationnels d'une monarchie en constante adaptation. Malgré les frictions, Élisabeth II a toujours cherché à maintenir une relation étroite avec sa nation. Durant son règne, il rédigea personnellement plus de 1000 lettres officielles par an, dont beaucoup étaient adressées à des citoyens ordinaires célébrant des étapes importantes de leur vie. Ce geste, bien que discret, reflétait son dévouement à établir des liens avec son peuple. Le conflit entre William et Harry a non seulement mis en évidence leurs différences dans leur vision de la monarchie, mais aussi les complexités inhérentes à une famille qui vit sous la surveillance constante du public. Bien que les tensions demeurent, les principes inculqués par Élisabeth II, résilience et engagement envers le devoir, offrent l'espoir d'une possible réconciliation dans le futur. Le prince William et son épouse, Catherine, ont été l'un des couples les plus visibles et les plus actifs au sein de la famille royale britannique. Au fil des années, ils ont représenté la monarchie lors d'événements internationaux, consolidant non seulement leur image de dirigeants modernes, mais renforçant également les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le reste du monde. De sa tournée emblématique au Canada en 2011 à ses visites en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, chaque voyage a été l'occasion de démontrer son engagement envers des causes mondiales. Sa visite au Pakistan en 2019 s'est notamment distinguée comme un exemple de diplomatie culturelle efficace. Au cours de ce voyage, le couple royal a non seulement assisté à des réunions officielles, mais a également participé à des activités locales soulignant l'importance de l'éducation et de la durabilité. Ces actions soigneusement planifiées reflètent leur capacité à établir des liens avec les communautés locales et à aborder les problèmes mondiaux dans une perspective humanitaire. Connue pour son style impeccable, Catherine intègre souvent la mode locale dans ses voyages internationaux en signe de respect pour la culture du pays hôte, renforçant ainsi son rôle d'ambassadrice mondiale de la monarchie. Lors de sa visite au Pakistan, Catherine a fait preuve de respect culturel en portant un chaloir camé traditionnel conçu par un designer local. Ce détail a été largement salué pour sa sensibilité et sa compréhension de la culture du pays. Grâce à des initiatives et des voyages comme celui-ci, William et Catherine ont réussi à moderniser la perception de la monarchie britannique. Non seulement ils représentent les valeurs traditionnelles de l'institution, mais ils ont également adopté une approche contemporaine qui répond aux besoins et aux préoccupations du monde d'aujourd'hui. Cet équilibre entre tradition et innovation est l'un des plus grands héritages qu'Élisabeth II leur a laissé, et son influence continue de guider chacun de leurs pas sur la scène internationale. L'une des initiatives les plus ambitieuses du prince William dans son rôle de défenseur de l'environnement est le prix Earthshot, lancé en 2020. Inspiré par la course spatiale historique qui a emmené les humains sur la Lune, le prix cherche à avoir un impact tout aussi transformateur sur la protection et la restauration de la planète.
Doté d'une subvention de 50 millions de livres sterling répartis sur une décennie, Earthshot se concentre sur la recherche de solutions innovantes à 5 défis environnementaux clés: protection de la nature, nettoyage de l'air, régénération des océans, réduction des déchets. Dès le début, Guillermo a clairement indiqué qu'il ne s'agirait pas d'un simple prix symbolique, mais d'une plateforme visant à responsabiliser les communautés, les scientifiques et les innovateurs du monde entier. La première cérémonie de remise des prix, organisée à Londres, a mis en lumière des projets tels qu'un dispositif de nettoyage des rivières et un système agricole durable pour les petits agriculteurs. Ces efforts ont souligné le potentiel des solutions locales pour résoudre les problèmes mondiaux. Cependant, l'impact d'Earthshot va au-delà des récompenses monétaires. L'initiative favorise la collaboration internationale, réunissant gouvernements, entreprises et citoyens dans une mission commune de protection de la planète. Lors de chaque cérémonie annuelle, William utilise sa plateforme mondiale pour rappeler à tous que le changement est possible et qu'il est temps d'agir maintenant. Le projet bénéficie du soutien du célèbre naturaliste Sir David Attenborough, qui a travaillé en étroite collaboration avec le prince pour promouvoir le prix. Cette alliance reflète l'importance de connecter les générations et de tirer parti des connaissances accumulées pour faire avancer la lutte contre le changement climatique. Avec Earthshot, William a démontré comment le leadership royal peut transcender les frontières traditionnelles de la monarchie et résoudre des problèmes qui touchent l'ensemble de l'humanité. Cette initiative honore non seulement l'héritage de la reine Elisabeth II, qui a toujours promu l'innovation et la responsabilité, mais positionne également William comme une figure clé dans l'effort mondial pour un avenir plus durable. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Catherine a joué un rôle clé dans la transformation et la modernisation de l'image de la famille royale britannique. Elle a su allier son engagement caritatif à un style impeccable et à une proximité qui a conquis le public. Sa capacité à communiquer avec des personnes de tous âges et de tous horizons a fait d'elle une figure cruciale de la monarchie contemporaine. L'un des points forts de son travail est son travail dans le domaine de la santé mentale, notamment à travers l'initiative Head Together, lancée en collaboration avec William et Harry. Catalina a utilisé sa plateforme pour dédramatiser les conversations sur le bien-être mental et encourager un dialogue ouvert dans la société. Catalina est une ardente défenseur de la santé mentale, encourageant les gens à rechercher du soutien et à reconnaître l'importance du bien-être émotionnel. Son approche a eu un profond écho au Royaume-Uni. À l'étranger, la faisant devenir l'une des voix les plus influentes dans le domaine. En plus de son travail en santé mentale, elle a dirigé des projets axés sur le développement de l'enfant, l'éducation et la durabilité. Son initiative, Royal Foundation Centre for Early Childhood, souligne son engagement en faveur de la petite enfance, en promouvant des environnements sûrs et stimulants pour les enfants et en s'attaquant aux inégalités dès les premiers stades de la vie. Avant son mariage avec le prince William, Catherine a brièvement travaillé dans l'entreprise familiale Party Pièce, où elle a acquis des compétences en marketing et en gestion. Cette expérience lui a permis d'apporter une perspective pratique et stratégique à son travail au sein de la monarchie. Catherine complète non seulement William dans ses responsabilités de futur monarque, mais est également devenue un symbole de modernisation au sein de la famille royale. Son approche équilibrée, son dévouement à des causes importantes et sa capacité à maintenir un lien authentique avec le public ont consolidé sa place comme l'une des figures les plus admirées de la monarchie britannique.